Avec la fin de la guerre contre l'État islamique en Syrie qui se profile dans les prochains mois, on voit déjà réémerger de nouvelles tensions autour de l'Iran et notamment des sanctions économiques américaines. Ce comportement unilatéral des États-Unis, il est symptomatique d'une attitude qu'ont les États les plus puissants d'intervenir dans les affaires intérieures d'autres États en contournant les institutions internationales comme l'ONU ou l'OMC, dans lesquelles la plupart des autres États projettent leur diplomatie. La France, par exemple, a une force militaire déployée au Mali et effectue également des bombardements en Syrie. Or, beaucoup de ces interventions sont critiquées. Et du coup, on pourrait se demander, est-ce que le fait pour un État d'intervenir à l'étranger est légitime, mais aussi est-ce que ça permet de préserver les libertés? Et bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Sur la scène internationale, s'il y a bien un pays qui a basé ses institutions puis ensuite ses actions sur la notion de liberté, ce sont bien les États-Unis. Et en effet, on peut retrouver chez Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis, la conception bien américaine de l'empire de la liberté. Thomas Jefferson pensait en effet qu'il était de la responsabilité de l'État américain de répandre la liberté sur le monde afin, je cite, de transformer de dangereux ennemis en amis de valeur. Ce concept il découle directement de l'histoire des Américains, puisque après avoir acquis durement leur indépendance, les pères fondateurs avaient à cœur de contenir, dans une tradition paradoxalement toute britannique, l'expansion de l'Empire britannique sur le monde entier, et notamment ils voulaient contenir les méthodes oppressives et autoritaires qui étaient appliquées dans ces colonies et dont ils avaient eux-mêmes souffert. Conception qu'ils n'ont d'ailleurs pas ensuite limitée à l'Empire britannique puisqu'ils l'ont appliquée à l'ensemble des empires occidentaux. Cette impulsion originale de Thomas Jefferson a pu ensuite s'incarner dans divers courants. On a notamment par exemple la doctrine Monroe qui date de 1823, qui a été énoncée par James Monroe qui fut le 5e président des États-Unis et qui en un sens restreignait l'empire de la liberté au continent américain. Les Américains promettaient de ne pas intervenir dans les affaires diplomatiques européennes en échange d'une non-intervention des Européens en Amérique qui pourrait, si elle pouvait se produire, enclencher une riposte immédiate des États-Unis. Et on peut même relier toutes les interventions américaines du siècle dernier, mais également du début du XXIe siècle, à ce concept originel de l'empire de la liberté et ensuite de la doctrine Monroe. D'ailleurs, au début du XXe siècle, Theodore Roosevelt se référait encore à la doctrine Monroe pour justifier une interprétation plus expansionniste du rôle des Américains dans le monde. Et cette attitude des Américains ne va pas d'ailleurs en s'affaiblissant, puisque en 2017, selon le Congressional Research Service, les Américains ont été, dans les 28 dernières années, impliqués dans un plus grand nombre d'interventions militaires que dans les 190 années qui les précèdent. Environ 41% des Américains ont vécu la majorité de leur vie dans un État américain en guerre et 21% ont vécu toute leur vie dans un État américain en guerre. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de responsables politiques américains qu'on appelle les Hawks, les aigles, qui sont d'ailleurs autant démocrates que républicains, qui souhaitent un interventionnisme américain prononcé, un petit peu du type de l'empire de la liberté. Et même Trump d'ailleurs, qui avait proposé dans sa campagne un retrait américain des théâtres étrangers, on se rend compte aujourd'hui qu'il a un petit peu le même réflexe typiquement américain d'un interventionnisme projeté sur l'étranger. Mais les réflexions libérales autour de l'international ne se limitent pas du tout aux États-Unis. Et même s'ils occupent aujourd'hui une place éminente dans la diplomatie internationale, on peut aussi retrouver des conceptions libérales sur l'international chez les Lumières par exemple, qui ont petit à petit contribué à forger les conceptions libérales qui sont au cœur de la culture occidentale aujourd'hui. Une de ces conceptions, ça va être la liberté de commerce, qu'on retrouve chez Montesquieu dès le milieu du XVIIIe siècle et qui va expliquer que l'effet naturel du commerce est de porter à la paix. Ça va être l'origine du thème du doux commerce, qui a pris une forme particulière au XIXe siècle en Grande-Bretagne, où on a pu observer l'influence de personnes libérales et qui souhaitaient l'abaissement des protections douanières, des personnes comme Richard Cobden par exemple. Richard Cobden, c'est un industriel et homme politique libéral britannique du 19e qui a notamment fait partie des activistes visant à abolir les Corn Laws. Les Corn Laws qui sont ces lois protectionnistes qui visaient à imposer des tarifs douaniers sur les importations de blé en Grande-Bretagne. Et donc il a donné naissance à un courant qui s'appelle le cobdenisme, qui voyait dans les échanges commerciaux et dans le libre-échange le moyen d'établir des interdépendances commerciales entre les pays et donc d'éviter des guerres. Il pensait en effet que pour que des pays puissent mener des guerres longues face à d'autres pays, il fallait que ces pays-là soient autosuffisants. Or, en établissant des relations commerciales entre les pays, on aboutit à une spécialisation de certains
pays autour de certains biens et certains services. Et donc, on n'a plus d'autosuffisance et on est dans une situation d'interdépendance qui empêche de facto les guerres. Cette réflexion autour des relations entre la guerre et le commerce, on voit qu'elle a été également développée dans un essai d'Ayn Rand sur les racines de la guerre. Dans cet essai, elle explique que en fait, ce sont souvent les États les plus autoritairement dirigés, centralisés et les moins libres qui génèrent et qui créent les guerres. Et en effet, quand on regarde la France de Napoléon, les empires centraux de 1914 ou même l'Allemagne d'Hitler en 1939, on peut voir en effet des schémas d'autorité et de centralité forts. Et elle explique que la période de paix entre la plupart des nations du monde développé entre 1815 et 1914 est justement due au développement du capitalisme et au développement de l'interdépendance commerciale. Alors bien sûr, elle constate des exceptions, comme la guerre civile américaine de 1861 à 1865 ou encore la guerre franco-prussienne de 1870. Mais elle précise bien que s'il y a eu en effet des exceptions et des conflits, eh bien ces conflits sont néanmoins restés relativement circonscrits et il n'y a pas eu de guerre généralisée. Elle part du principe que la plupart des intérêts privés, même s'ils peuvent éventuellement s'accommoder de quelques conflits circonscrits, sont totalement opposés à une guerre généralisée parce que ça signifierait un amoindrissement des marchés accessibles aux produits de ces entreprises-là et donc une réduction des profits. Après, malgré ce développement du capitalisme libéral au XIXe siècle, on voit bien que ça n'a pas pu empêcher les nations européennes d'entrer ensuite dans une guerre totale en 1914 et pour le coup de rétablir temporairement des économies autosuffisantes pour pouvoir faire face à ce type de guerre longue et très usante. À côté du thème du doux commerce, il y a également ceux qui ont prôné la démocratie libérale comme un instrument pouvant apaiser les relations entre les peuples à l'international. Et on retrouve notamment cette idée chez Kant, qui, dans son essai Vers la paix perpétuelle, pense que la constitution d'États républicains et obéissant à certaines règles particulières peuvent empêcher les guerres entre ces mêmes États. Les trois principales règles étant pas d'armée permanente, la libre circulation des personnes et la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres États. Ici, bien sûr, Kant n'a pas à l'esprit la démocratie à suffrage universel comme on y est habitué aujourd'hui, mais plutôt les concepts de représentation politique et de séparation des pouvoirs. D'ailleurs, on l'oublie souvent aujourd'hui, mais à l'époque, les liens entre les idées libérales et les idées républicaines étaient très forts. L'aspiration démocratique des Lumières, elle s'incarnait le plus souvent dans un parlementarisme représentatif qui devait servir à préserver des nouveaux droits, des droits libéraux, comme la liberté d'expression, la liberté de commerce, le droit à un procès équitable ou le respect du droit de propriété. Et en effet, les régimes plus autoritaires de type monarchique ou impériaux, et typiquement l'absolutisme français, étaient assez peu compatibles avec les libertés individuelles, compte tenu de tous les privilèges dont bénéficiaient toutes les strates de la société, en partant du roi, en passant par la noblesse, les corporations, en arrivant jusqu'aux villes franches. Il est aussi intéressant de voir que des néolibéraux comme Joseph Finier et Robert Keohane ont montré que si les démocraties sont en effet plus réticentes à entrer en guerre entre elles, du fait souvent de valeurs communes, elles peuvent tout à fait intervenir militairement et parfois même très férocement contre des régimes plus autoritaires qu'elles. Cette plus grande aspiration des démocraties à la paix, elle a notamment été constatée par Benjamin Constant dans son livre L'Esprit de conquête, qu'il a dirigé au début du XIXe siècle directement contre Napoléon. Il explique que l'aspiration des peuples modernes est la paix, car selon lui, ils ont compris qu'ils pourraient acquérir la prospérité et du bonheur par l'industrie et le commerce. De plus, pour lui, la guerre est quelque chose de fondamentalement destructeur. En effet, il pense qu'une société stable et durable doit se reposer sur des valeurs bien établies et qui se traduisent dans son droit. Or, dans la guerre, toute morale devient inutile et dérisoire et doit être mise de côté pour assurer la victoire. Toute guerre de conquête devient donc forcément corruptrice pour la société tout entière car le développement du militarisme et du culte de la force entraîne un mépris des lois et de la justice. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on pourrait même dire que la guerre ne corrompt pas seulement la morale d'une société, mais également son capitalisme. Et pour ça, on peut aller voir du côté de Joseph Schumpeter, qui était un économiste autrichien du début du XXe siècle, et qui a notamment expliqué le caractère autoréalisateur du capitalisme de guerre. Schumpeter pense qu'en fait la guerre peut créer de nouveaux débouchés, mais de nouveaux débouchés pour l'industrie de guerre. Or, une industrie, pour qu'elle puisse se soutenir, il faut qu'elle puisse vendre ses produits, donc il faut qu'il y ait de la consommation de produits militaires, et donc il faut qu'il y ait des guerres.
Schumpeter résumera cette situation autoréalisatrice par la formule « Créer d'abord pour les guerres qu'elles exigeaient, les machines créent maintenant les guerres qu'elles exigent ». Mais revenons à Constant. Après la corruption morale entraînée par la guerre sur la société, il va également pointer le fait que, à l'époque d'où il parle, la guerre ne va déjà plus de soi et donc que les chefs de guerre, et là il pointe directement Napoléon, sont obligés d'utiliser le mensonge et la propagande afin de se rallier la population. Et là, typiquement, il va clairement prévoir toutes les dérives des régimes totalitaires du XXe siècle qui iront clairement au bout de cette logique. Et enfin, il critique en particulier la conscription, qui est pour lui une interruption abrupte et imbécilisante du cours de l'éducation des classes éclairées. Et clairement, on peut voir que cette réticence des démocraties libérales vis-à-vis de la guerre, elle s'est ensuite progressivement incarnée dans la constitution des institutions internationales qu'on a aujourd'hui. Donc d'abord, après la Première Guerre mondiale et ses ravages, la Société des Nations, qui a été prônée par le président américain Wilson. Et ensuite, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies, mais également l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale, le FMI et toutes les autres institutions internationales qu'on a aujourd'hui. Ces institutions internationales, elles sont vues notamment par un courant qu'on appelle l'institutionnalisme libéral, comme un moyen pour les États de ne pas se confronter les uns aux autres, mais au contraire, pour obliger une concertation généralisée. Ce courant ayant été développé dans les années 70 par les deux auteurs qu'on a vus tout à l'heure, Joseph Nye et Robert Keohane. Mais plus récemment, dans la sphère libérale, ce sont surtout les libertariens qui sont opposés aux interventions à l'étranger, que ça prenne la forme d'interventions militaires, donc en Afghanistan ou en Irak, mais également sujet dont on parle moins, concernant les aides à l'étranger. Les interventions militaires à l'étranger peuvent être conçues par les libertariens comme une violation du principe de non-agression d'autrui, et surtout lorsqu'elles sont motivées par des motifs préventifs, stratégiques ou commerciaux et pas en légitime défense. Il pointe également les conséquences déstabilisatrices de nombreuses interventions militaires à l'étranger, que ce soit en Moyen-Orient avec l'Irak ou l'Afghanistan, mais également d'autres interventions comme celle de la France en Libye par exemple. Et puis on a aussi l'autre sujet, moins abordé et peut-être plus polémique, des aides au développement, où Ron Paul par exemple explique en s'inspirant un petit peu du scepticisme qui a déjà été formulé par Peter Bauer et Milton Friedman, que le plus souvent, les aides au développement sont le plus sûr moyen de prendre l'argent des pauvres d'un pays riche pour le donner aux riches et aux puissants d'un pays pauvre. Et en effet, on a pu constater plusieurs fois que cette formule était assez juste, puisque plusieurs études économiques sur le sujet ont montré qu'il n'y avait aucun lien entre le montant des aides au développement attribuées à un pays et la croissance économique de ce pays. Et on a même constaté parfois que d'anciens présidents de pays qui recevaient des aides au développement, comme un ancien président du Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, on s'est rendu compte que le monsieur, à sa mort, il avait dans ses comptes en Suisse l'équivalent d'une fortune qui pouvait rembourser intégralement la dette de son pays. Il y a également une étude de 2006 qui aboutit à l'effet contre-productif des aides et subventions aux pays pauvres, car pouvant générer, selon cette étude, une maladie hollandaise, c'est-à-dire une dépendance trop forte à certains types de revenus qui peut être facteur d'instabilité, et que ces aides pourraient également favoriser les phénomènes de corruption dans l'administration de ces pays pauvres. Pour conclure cette vidéo, on peut dire que les libéraux, ils ont jusqu'à aujourd'hui encore et toujours partagé une même préférence pour la paix engendrée par le commerce et le libre-échange. Mais on a vu aussi que certains libéraux peuvent se revendiquer d'une intervention militaire féroce contre souvent des régimes plus autoritaires. Et d'ailleurs, on l'a vu ces dernières années avec toutes les conséquences, bonnes ou mauvaises, de ces interventions. Et là, je dis bien bonnes ou mauvaises, parce que si on voit souvent les mauvais côtés des interventions à l'étranger, donc les destructions, les morts, les sanctions économiques, il y a aussi ce qui ne se voit pas, comme dirait Bastia. Est-ce qu'on est prêt, en tant que libéraux, au nom du non-interventionnisme, à laisser nos ennemis idéologiques étendre leur influence et leurs interventions dans le monde? C'est une vraie question. Et réciproquement, est-ce qu'on est prêt, au nom de nos valeurs, du respect de nos valeurs, de l'influence de nos valeurs, est-ce qu'on est prêt à faire potentiellement ressurgir un impérialisme occidental? Et surtout, est-ce qu'on est prêt à faire ça en enfreignant en partie nos principes? Ce sont des questions très dures à aborder, parce que le monde en dehors de nos frontières est également le monde dans lequel nous vivons et dans lequel vivront nos enfants. Et alors on pourrait croire que le libéralisme qui se développe de manière effrénée dans le monde entier depuis les années 80 a une vocation universelle et aboutira naturellement à un monde apaisé.
Mais on a aussi vu plusieurs fois que l'histoire nous réserve souvent des surprises, des flux et des reflux. Et personnellement, je pense qu'il ne serait pas absurde que d'autres civilisations, bien différentes des Occidentaux et de leur chère liberté, souhaitent nous disputer la première place et l'influence qu'on a aujourd'hui sur le monde. Et d'ailleurs, quand on voit les manœuvres actuelles de l'Iran ou de la Chine, ça semble en effet plus que probable. Je pense vraiment que la question de notre réaction à ces évolutions sera cruciale, quelle que soit l'orientation qu'on prend. Et d'ailleurs, vous aussi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, écoutez, on se dit à la prochaine.